Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo à destination des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous avons avec nous Sophie, avec qui j'ai préparé le traitement des questions qui nous ont été adressées, comme pour les vidéos précédentes, à partir d'une question qui a été posée aux lectrices et lecteurs des médiathèques, à savoir, les animaux ont-ils toujours leur place dans notre assiette ? Donc la première remarque qu'on peut faire à partir de cette question, c'est que c'est une question fermée. On aurait tendance à se dire qu'il ne s'agit pas d'une question philosophique, puisque après tout, à cette question, on peut répondre par oui ou par non, en fonction de nos goûts personnels, de nos préférences, tout ce qui relèverait des choix individuels. Donc le but de cette vidéo, en tant qu'atelier virtuel de philosophie, ça va être de problématiser cette question, notamment en examinant les critères, les arguments sur lesquels il est possible de fonder l'une ou l'autre des réponses qu'on peut donner. Pour faire ce travail d'analyse, on va essayer de s'intéresser aux critères qui concernent le fondement naturel de notre alimentation, en tant qu'on peut considérer les êtres humains comme des animaux, donc qui ont des besoins organiques comme tous les autres êtres vivants, mais aussi inscrire ces arguments dans une perspective historique. On va le voir tout à l'heure, nos choix alimentaires sont des choix d'ordre culturel et donc qui sont le produit d'une histoire. Et on va également essayer d'examiner la dimension éthique de cette question, puisque la question du choix alimentaire est proprement un choix éthique qui concerne nos comportements, nos conduites. Et donc, toute conduite est basée, qu'on en soit conscient ou non, sur un certain nombre de présupposés, de principes, de valeurs. Et donc, il va s'agir d'éclaircir un petit peu cet ensemble de fondements moraux et éthiques de nos comportements alimentaires. Donc, on va passer tout de suite à la première question. Sophie ? Alors, la première question qui nous est parvenue est: quel droit l'homme a-t-il sur les animaux et que dit l'éthique à ce sujet? Donc là, on peut relever le terme de droit, qu'on peut entendre dans son sens juridique, mais je pense que Cédric, tu as quelques remarques à faire par rapport à ce mot déjà. Oui, effectivement, là, il est question de droit. Donc quand on parle de droit, effectivement, classiquement, en philosophie, le droit va concerner l'ensemble des prescriptions écrites qui concernent une société particulière. Donc là, quand on demande quel droit l'homme a sur les animaux, eh bien, c'est l'ensemble des droits qui sont inscrits dans la loi. Donc c'est notre comportement à l'égard des animaux est fondé dans ce que la loi autorise. C'est donc on a affaire au droit au sens juridique. Par exemple, on pourrait dire que la loi nous autorise, par exemple, à produire industriellement des animaux pour pouvoir s'en nourrir, et qu'en même temps, de manière symétrique, la loi va nous interdire un certain nombre de comportements à l'égard des animaux, par exemple la cruauté gratuite. Mais comme tout ensemble de lois, comme tout système législatif, la loi, les juristes nous le rappellent souvent, la loi trouve son origine dans ce qu'on pourrait appeler les mœurs, les traditions, c'est-à-dire la manière dont nos comportements, nos conduites, nos pensées, nos principes s'inscrivent dans l'histoire idéologique, l'histoire culturelle d'une société. Autrement dit, les lois, c'est la traduction juridique d'habitudes qui se constituent, qui se sédimentent au fil du temps. En tant que nous réfléchissons dans le cadre d'une culture particulière, qu'on va appeler la culture occidentale, eh bien, on pourrait s'interroger sur les origines traditionnelles, voire religieuses, de notre manière de nous comporter à l'égard des animaux. Alors habituellement, on situe deux origines culturelles à la civilisation occidentale. La première origine, c'est ce qu'on va appeler le judéo-christianisme. Donc là, on pourrait aller voir dans les textes vétérotestamentaires, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament, et notamment dans le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse, dans lequel sont énoncés
l'origine de l'univers, bien sûr, l'origine du monde, la création par Dieu de l'univers, mais la création aussi par Dieu des êtres vivants, donc des animaux et de l'humain. Et donc, comme tout récit mythique, mythologique, on y croit ou pas, il s'agit d'un récit mythologique, puisqu'il s'agit d'un récit des origines, eh bien, une place est assignée à chacun des êtres. Donc, dans l'Ancien Testament est énoncée la place qu'occupe l'homme vis-à-vis des animaux. La deuxième origine, c'est l'origine hellénique, grecque, athénienne. Donc, dans ces deux traditions, la tradition judéo-chrétienne d'une part et la tradition grecque, on trouve précisément des récits bien particuliers donc, qui se caractérisent par leur ambiguïté en réalité. Alors, examinons très brièvement, hein, je mettrai les références exactes dans la description, mais que dit la Genèse? Eh bien, la Genèse dit que les premiers humains, c'est-à-dire le couple originel, Adam et Ève, vivaient dans un état édénique, dans le jardin d'Éden, dans lequel ils ne consommaient pas d'animaux. Pourquoi? Parce que la consommation d'animaux présuppose un travail. Dans ce jardin d'Éden, pour se nourrir, il suffisait qu'Adam et Ève tendent leurs mains et cueillent des fruits et se nourrissent sans avoir à travailler. De même, il est dit que les hommes, les humains, Adam et Ève, vivaient en bonne intelligence avec les animaux sauvages. Donc il n'y avait pas ce rapport d'antagonisme, ce rapport d'hostilité qu'il a pu y avoir par la suite après la chute, puisque c'est au moment où Adam et Ève désobéissent à Dieu, en goûtant le fruit défendu, que leur punition va consister à être jetés dans le monde, jetés hors du jardin d'Éden, après avoir subi la sanction divine qui est adressée à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, et à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Donc la découverte du mal, en fait, est, disons, contemporaine de cette chute, ce qui fait que la consommation de viande, l'exploitation des animaux ne commence qu'après la situation, la condition idéale de l'humain. Donc on voit qu'ici il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que la condition la plus pure de l'être humain est une condition finalement qu'on pourrait qualifier de végétarienne, voire de végétalienne, puisque toute consommation d'animaux ou de produits d'animaux suppose un travail. Or, il n'y a pas de travail dans la condition édénique, ça c'est une chose, mais en même temps, dans la Genèse, il est bien dit que à la fois avant la chute et après la chute, eh bien, l'homme a le pastorat sur l'ensemble du règne animal, c'est-à-dire que Dieu, par exemple, dit à Adam, c'est toi qui vas nommer tous les animaux. Donc on peut dire que la domination humaine sur les animaux, dans cette tradition judéo-chrétienne, ce n'est pas une domination qui est de l'ordre de l'exploitation et de l'utilisation et de la conception des animaux comme des objets consommables et utilisables à merci, mais c'est une domination symbolique, c'est-à-dire que Adam est considéré comme le roi de la création, Dieu étant lui au-dessus, bien sûr, des hommes, comme le créateur. Le deuxième récit, qui lui est d'origine hellénique, c'est le récit du mythe de Prométhée, là aussi qui est extrêmement ambigu, puisqu'au départ, le point de départ, c'est la création des êtres vivants par Zeus. Zeus demande à Prométhée et Épiméthée, donc deux géants, de distribuer tous les attributs aux animaux pour qu'ils puissent survivre, donc des ailes pour les oiseaux, des poils, une fourrure épaisse pour les animaux qui vont vivre dans les pays froids, la trompe pour l'éléphant pour qu'il puisse saisir sa nourriture, des défenses pour qu'il puisse se défendre contre les prédateurs, des sabots pour les chevaux qui ont de longues distances à parcourir, etc. Et il se trouve qu'un seul être est oublié dans cette distribution, c'est l'homme. Donc l'homme au départ apparaît comme l'être le plus vulnérable, le plus démuni, le plus faible de la nature. Donc l'homme n'est pas du tout présenté comme un être supérieur, bien au contraire, il est présenté comme un être inférieur, et ce n'est qu'au moment où Prométhée va lui donner la possibilité de créer lui-même les objets dont il a besoin,
à travers le don du feu, le feu divin, qui est le feu du savoir-faire, à partir du moment où l'homme va pouvoir fabriquer ce que la nature a oublié de lui donner, que grâce à ce don divin, l'homme va s'élever au-dessus des animaux, puisque contrairement aux animaux, il va pouvoir fabriquer, il va pouvoir inventer un milieu culturel. Donc finalement, on voit que les récits traditionnels fondent cette supériorité, cette domination de l'homme sur l'animal. Et donc on pourrait dire, le premier argument que pourrait avoir un omnivore, c'est de dire finalement, l'histoire nous montre que l'histoire et l'idéologie, les récits mythologiques, nous montrent que l'homme s'est toujours considéré comme un être supérieur. Et donc cela justifie notre comportement à l'égard des animaux. Donc, et par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'on peut se contenter de cette vision traditionnaliste pour justifier cette domination de l'homme? Précisément, le questionnement éthique, c'est un questionnement qui va avoir pour rôle, ou qui peut du moins avoir pour rôle, de mettre en question ces récits traditionnels et de s'émanciper des grands récits culturels et idéologiques. On a vu déjà qu'il y a une ambiguïté dans les textes fondateurs, et donc par conséquent, libre à chacun de prendre plutôt le versant plutôt égalitaire qu'on trouve dans les textes primitifs, et puis finalement se dire que la tradition n'est pas forcément un critère qui va orienter forcément nos conduites. Et le rôle de l'éthique, c'est de se dire, en fonction de ce dont on prend conscience aujourd'hui, les différents problèmes qui apparaissent dans le monde moderne, contemporain, qui n'existaient pas à l'époque où ces récits ont été inventés, eh bien, on peut se dire que ça réclame d'autres types de questions. Donc le rôle de l'éthique, c'est précisément ça, c'est de prolonger le questionnement, ou disons de donner de nouvelles réponses à des questions qui n'ont pas forcément été posées auparavant. Donc, on va maintenant passer à la deuxième question qui nous a été envoyée. De plus en plus de gens se déclarent végétariens ou végétaliens. La conscience a-t-elle quelque chose à voir là-dedans? Je pense qu'on peut rebondir là sur le mot conscience, déjà, pour bien déterminer ce que c'est. Oui, alors conscience, alors là aussi c'est un terme, c'est une notion très très courante en philosophie. On a l'habitude de faire la distinction entre deux types de conscience. La conscience vigile, on pourrait dire, la conscience c'est-à-dire comme organe de connaissance. La conscience, c'est ce qui me permet de savoir ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, de connaître le monde. Donc c'est une conscience qui va être de l'ordre de l'être en fait. Cette conscience-là me sert à savoir ce qui est. Et puis, il y a un autre type de conscience, un terme qui est dans le langage courant, qui est la conscience morale. Quand on dit qu'on n'a pas la conscience tranquille, par exemple, ça veut dire qu'on ressent une culpabilité ou parce qu'on n'a pas fait ce que l'on devait faire. Donc, c'est de l'ordre du devoir-être. Disons que le devenir végétarien ou végétalien, ça peut avoir un lien avec la conscience vigile, la conscience comme savoir, puisque précisément, comme on le disait auparavant, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent aujourd'hui, des problèmes d'ordre sanitaire, des problèmes d'ordre écologique et des problèmes d'ordre éthique qui tous tournent autour de la question de notre rapport à l'animal. Le fait d'élever des animaux, de les exploiter, de les abattre, pose des problèmes à la fois du point de vue éthique, puisque nous infligeons des souffrances aux animaux, d'ordre sanitaire, parce qu'on sait aujourd'hui que la production en masse de viande implique une dégradation de la qualité de nos aliments, et puis évidemment la question fondamentale dont on a parlé dans une vidéo précédente, c'est la question écologique. Sachant que aujourd'hui la production de viande, d'aliments carnés est la première cause de production de gaz à effet de serre devant l'industrie, toute l'industrie des transports et la production industrielle au sens premier du terme. Donc c'est une pratique qui engage, qui va poser là du coup des questions. Donc c'est un savoir à acquérir
qui est de l'ordre de la prise de conscience de ce qu'est notre monde aujourd'hui, mais qui va engager des questions d'ordre moral, donc qui va concerner la conscience morale, à savoir peut-on continuer à s'alimenter de cette manière, à produire de cette manière, sachant toutes les problématiques que cela engage. Alors, j'entends bien et comprends bien ce que tu dis, mais la plupart des omnivores, donc des personnes qui mangent de la viande, ont déjà conscience en fait de tous ces problèmes environnementaux, de santé, et ils pourraient en fait mettre en avant le fait que dans la nature, les êtres vivants se mangent entre eux. Donc ils pourraient te dire c'est de l'ordre du naturel et que la prédation interespèce relève de l'ordre du besoin. Donc qu'est-ce qu'on pourrait opposer comme argument à celui-ci? Alors effectivement, ça c'est un argument, bon, ça, on connaît, vous êtes nombreux sûrement à connaître le genre de discussions, de disputes qui peuvent avoir lieu quand on est à table entre les végétariens et les omnivores. Eh bien, effectivement, l'argument qu'on entend le plus souvent, c'est que les êtres vivants se mangent entre eux, ça a toujours été comme ça, et c'est dans l'ordre naturel. Alors, d'autre part, manger de la viande serait de l'ordre, effectivement, comme tu l'as dit, du besoin. On aurait besoin de protéines carnées. Alors donc, à cet argument, on peut opposer deux faits. Le premier, qui est bien établi par les biologistes et par les médecins, c'est que, justement, l'organisme humain n'a pas un besoin fondamental de protéines animales. Ces protéines-là, on peut les trouver dans les végétaux, et donc un organisme peut vivre de manière tout à fait saine sans avoir besoin d'avoir recours à ces protéines animales. Donc ça, c'est un argument qui serait purement biologique, on va dire, organique. Il y a un deuxième argument plus philosophique qui serait que, à mon avis, il y a un sophisme à se prévaloir de la nature pour défendre l'alimentation omnivore. C'est-à-dire qu'on nous dit manger des animaux, c'est naturel. Qu'est-ce que c'est que la prédation? La prédation consiste à prélever dans la nature ce qui existe déjà. C'est comme ça que font les animaux. Alors que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne va pas prélever le déjà là, il va produire, il va fabriquer des animaux dont la seule vocation sera d'être consommés. Donc, le processus de prédation dans le règne animal, c'est un processus qui s'inscrit dans quelque chose qui est circulaire et qui s'est mis en place sur le long terme et qui implique une certaine harmonie, un certain équilibre qui va constituer ce qu'on appelle le biotope ou un écosystème. Dans un écosystème, il y a les prédateurs, il y a les proies et tout ça, disons, s'autorégule. On n'a pas du tout affaire à ça dans la production de viande, c'est-à-dire que ce n'est pas une autorégulation naturelle, mais c'est en fonction des besoins, en fonction de besoins purement artificiels, finalement on l'a vu, de protéines animales, produites toujours à moindre coût, qui consiste à fabriquer des artefacts. Ce ne sont plus des animaux qui appartiennent à la nature, ce sont des artefacts, pure fabrication humaine, de manière à être consommés. Donc il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui se passe dans la nature, entre la prédation et la production industrielle. Ça c'est la première, les arguments qu'on pourrait opposer à ce qu'on appelle l'argument naturaliste. Donc on a vu aussi qu'il y avait ce que tu as appelé donc, la conscience morale, donc qui est de l'ordre du devoir-être, et de là, quelqu'un qui est omnivore pourrait t'opposer l'argument, l'homme en fait en tant qu'être culturel, il produit ce dont il a besoin. Donc on ne peut pas condamner moralement le fait de produire des animaux qu'on va consommer. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait répondre à l'argument précédent. Mais alors, la question, c'est de savoir si se dire que l'homme est un animal culturel, hein, comme le dit le mythe de Prométhée, la nature ne lui a pas donné suffisamment de propriétés, de qualités pour qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Donc, il va créer un environnement culturel, des objets techniques et des produits consommables. Mais ce n'est pas parce que c'est une nécessité en soi, c'est pas parce que la production est inscrite dans l'être de l'humain que toute production
va être légitime. Le rôle de la conscience morale, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire, et quels vont être les effets, en fait, les effets écologiques, les effets d'ordre éthique qui vont être présupposés, qui vont être, disons, occasionnés par cette production. Produire une chaise, c'est pas la même chose que produire, d'un point de vue éthique, que produire un smartphone, par exemple. Parce que pour produire un smartphone, on va justement, il y a des conséquences éthiques, des conséquences humaines qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'un artisan va fabriquer une chaise. Et bien pour la production des animaux, c'est exactement la même chose. Bien sûr qu'on peut justifier la production industrielle des animaux dans le cadre de l'être culturel de l'homme, de l'homme comme homo faber, celui qui est obligé de fabriquer ce qu'il va consommer. Mais c'est pas parce qu'il est obligé de fabriquer ce qu'il va consommer que toute fabrication, que toute production est moralement légitime. Le rôle de la conscience morale, c'est de s'interroger sur le caractère acceptable ou non de ce que l'on produit et des effets que cette production va induire. Merci. Donc, on va passer à la troisième question. L'homme est un animal raisonnable. La raison lui donne-t-elle le droit de tuer les animaux pour se nourrir alors qu'il pourrait s'en passer? Donc on avait déjà observé la raison morale dans la question précédente et moi j'y vois une autre raison qui est une raison économique. Par exemple, à mon sens, il existe quand même une absurdité de produire des protéines carnées parce que pour produire 1 kg de viande, il est nécessaire d'utiliser 7900 litres d'eau. On abat chaque année 65 milliards d'animaux qui vont finir dans les assiettes et sachant que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 10 kg de protéines végétales. Et en ce sens que c'est absurde, c'est que nous-mêmes, nous pourrions nous nourrir que de protéines végétales. Et donc toutes les surfaces arables occupées pour nourrir les animaux en protéines végétales pourraient directement être utilisées pour cultiver des protéines végétales consommables par l'homme. Donc, Cédric, est-ce que tu as à répondre à ce... Oui, là, disons que ce serait un argument des antispécistes ou des végétariens. On reviendra sur ce thème de spécisme ou d'antispécisme dans une question qui arrivera plus tard, mais disons que ce serait un argument pour condamner justement cet élevage intensif, cette production de viande. On voit que la rationalité économique est basée sur des exigences de cohérence, comme toute rationalité, mais aussi d'efficacité, basée sur des intérêts, des objectifs de profit. Or, on voit que du point de vue du profit, en fait, si on se place sur le versant de la production de protéines, eh bien, on produit à perte, finalement. C'est ce que tu viens d'expliquer, c'est une production à perte. Mais on pourrait dire que cette dépense absurde, elle pourrait être justifiée dans la mesure où produire de la viande, c'est pas la même chose que produire des céréales, pour cette raison que certaines personnes prennent du plaisir à manger de la viande et ne prendraient pas le même plaisir à manger des légumineuses ou des céréales. Donc là, on pourrait dire que, comme dans tout questionnement éthique, il y a une première contradiction, une première opposition, disons, qui se fait jour, c'est que, après tout, l'hédonisme, c'est-à-dire ce positionnement éthique qui veut que le plaisir est une valeur supérieure dans la vie, supérieure à la volonté de ne pas nuire, par exemple, à l'environnement. Après tout, c'est quelque chose, c'est une position qui pourrait se défendre. Eh bien, l'omnivore pourrait dire, oui, j'accepte, disons que je prends acte de cette dépense somptuaire, on pourrait dire, au sens où je dépense plus que ce que j'en retire. C'est absurde d'un point de vue économique, mais ça me permet de jouir d'un point de vue gustatif de certaines choses dont je serais privé si on arrêtait de produire ces aliments. Il y a une autre, je voulais rajouter une chose à propos de l'argument rationaliste, c'est quand on dit que l'homme est un être raisonnable,
et qu'on se demande si la raison lui donne le droit de tuer des animaux, on peut entendre aussi cette question au sens où l'homme serait le seul détenteur d'une propriété qui serait la raison, donc une intelligence supérieure qui lui donnerait qui ferait de lui le seul être à pouvoir parler, etc. Et donc ce sont ces caractéristiques proprement humaines qui fonderaient la supériorité de l'homme et donc légitimeraient sa domination sur les animaux. Et alors là par contre, là il y aurait un argument assez décisif à mon sens, c'est que la rationalité, la capacité de parler ne peut être un critère qui nous permet disons, de limiter ou d'orienter nos comportements à l'égard d'autrui. Par exemple, il y a des gens, alors ça c'est un argument qui est un petit peu brutal, c'est un argument qu'on retrouve chez Peter Singer, je vous donnerai la référence tout à l'heure. Il dit, mais alors que fait-on par exemple des nourrissons qui ne parlent pas? Que fait-on des handicapés mentaux? Ils n'ont pas le même degré de raison ou d'intelligence que la plupart des gens. Ce n'est pas pour ça qu'on va se mettre à pouvoir se comporter avec eux comme on le souhaite. Donc cela veut dire que notre comportement, notre conduite à l'égard d'autrui ne peut pas se baser sur ce genre de propriétés, de qualités, puisqu'elles ne sont pas présentes à égalité au sein même de l'espèce humaine. Bon, on va rebondir, la question d'après fait sens. Que penser de la souffrance animale? Alors justement, si on décide de ne pas fonder la domination et la soi-disant supériorité de l'être humain sur ses caractéristiques, sur une essence, sur une nature qui serait essentiellement supérieure, eh bien on va devoir se demander sur quel autre critère on va s'appuyer pour justifier nos comportements à l'égard des animaux. Alors, que penser de la souffrance animale? Alors là, je vais faire juste un petit détour par l'histoire intellectuelle. C'est-à-dire que penser de la souffrance animale, c'est une question à laquelle on aurait tendance à répondre de manière très très spontanée, et de manière immédiate. C'est-à-dire que penser de la souffrance animale, c'est pas bien. On essaye, on essaye disons que de faire souffrir le moins possible les animaux, et personne, sauf perversité morale appuyée, disons, n'irait faire l'éloge de la souffrance animale pour la souffrance animale. Mais il faut savoir que cette question de la souffrance animale a une histoire. Hein. Disons que ce genre de réponse spontanée, elle est assez récente finalement, puisque il y a eu une certaine époque, notamment au XVIIe siècle, il y a un auteur connu qui s'appelle René Descartes et qui avait une théorie qui nous paraît aujourd'hui assez lunaire, c'est-à-dire que c'est sa théorie de l'animal-machine. Hein. Pour lui, les animaux ne souffrent pas. La souffrance animale, tout simplement, n'existait pas. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est un phénomène psychique. Or, les animaux sont dépourvus d'âme, pour Descartes, donc ils ne peuvent pas souffrir. Et donc, Peter Singer, dans ce livre-là, dont je vous donnerai la référence, La libération animale, fait tout l'historique, justement, de cette fondation philosophique qui a de la domination humaine. Comment les théories un peu qui me paraissent bizarroïdes aujourd'hui des philosophes ont pu justifier le fait qu'on traite les animaux aujourd'hui de la manière dont on les traite. C'est que pendant longtemps, justement, on a cru que non seulement les animaux ne souffraient pas, mais comme ils étaient dépourvus d'âme, c'était des êtres totalement inférieurs, et donc entièrement soumis aux caprices, aux désirs de l'être humain. Et la grande révolution dans ce domaine-là, ça a été au XIXe siècle l'émergence de la pensée qu'on appelle la pensée utilitariste. Et donc la pensée utilitariste, le grand principe, c'est pas de fonder les comportements sur une soi-disant supériorité humaine, mais c'est de se dire que le critère fondamental, c'est plus la raison, c'est la souffrance. On ne va pas se comporter avec les êtres en fonction de leur plus ou moins grande capacité à raisonner, mais leur capacité à réfléchir. Et à ce titre, il y a une citation de Jeremy Bentham, qui est le père de la philosophie utilitariste, de l'éthique utilitariste, une citation qu'on retrouve souvent dans les ouvrages qui réfléchissent à cette question des rapports entre l'homme et l'animal. Je vous la lis. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Voilà. La seule question qu'on doit se poser pour les utilitaristes,
c'est celle-ci. Est-ce que l'être avec lequel je vais rentrer en interaction peut souffrir ou pas? S'il peut souffrir, alors je ne peux pas tout me permettre avec lui. Je vais devoir me comporter de manière à ce que ma conduite, mes actions produisent le moins de souffrance possible dans le monde. Voilà, dans le monde au sens philosophique du terme, c'est-à-dire dans mon environnement. Et donc, moi, je voudrais rebondir sur cette question. Donc, que penser de la souffrance animale? C'est une question que je me pose à moi-même également. Alors, je ne suis pas végétarienne, puisque je mange du poisson et de temps en temps des fruits de mer, mais je mange ça vraiment deux ou trois fois par mois. Mais lorsque je l'ai dans mon assiette, je ne réfléchis pas du tout à la souffrance. J'ai de la culpabilité à commander ça au restaurant ou à l'acheter. J'ai de la culpabilité après l'avoir mangé, mais le plaisir prend le pas, finalement, le plaisir d'en manger prend le pas sur cette question de la souffrance. Alors du coup, est-ce que, la question, je pourrais la formuler comme ça, est-ce que le plaisir que l'on a à manger des aliments carnés vaut la souffrance que l'on inflige aux êtres sensibles, que sont les poissons, le canard, les fruits de mer. Voilà, c'est cette question-là qu'il faut, à mon sens, se poser, parce que je ressens aujourd'hui de plus en plus de culpabilité, mais pas seulement d'un point de vue de la souffrance animale, mais aussi des conséquences écologiques de mon acte. Oui, ben là on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'éthique comme conflit des valeurs en fait. C'est-à-dire que si tu manges du poisson et des fruits de mer, c'est que tu y trouves un certain plaisir, un intérêt gustatif, on va dire. Et donc la philosophie utilitariste d'ailleurs a réfléchi à ça. On sait très bien qu'il faut sortir de la volonté de pureté, en fait, de la volonté d'absolu, être absolument irréprochable dans le domaine éthique. En réalité, la vie éthique, elle est faite de contradictions, elle peut être faite d'incohérences aussi. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pas s'il faut absolument éradiquer l'alimentation carnée de nos existences. C'est pas de savoir finalement si c'est le problème le plus important, mais c'est de savoir quelle hiérarchie de valeurs, à quelle hiérarchie de valeurs on va adhérer en fait. Hein. Et il y a une phrase de Jonathan Safran Foer dans un livre qui s'appelle Faut-il manger les animaux justement, qui est la suivante. Donc, que nous parlions de poissons, de porcs ou d'autres animaux que nous mangeons, cette souffrance est-elle la chose la plus importante au monde? Manifestement pas, mais là n'est pas la question. Cette souffrance est-elle plus importante que les sushis, le bacon ou les chicken nuggets? Là est la question. On voit que, je pense que pour avoir une réflexion éthique rigoureuse et sensée, le premier pas, c'est de chercher à relativiser, à porter à examiner les questions, non pas dans l'absolu, mais dans leur relativité, en fait. Dans leur relativité, et de décider, en fait, et ça appartient à tout un chacun, avant que ces décisions soient traduites, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le domaine du droit, hein, comment on va organiser nos sociétés, eh bien, c'est à tout un chacun de se demander ce qu'il place au-dessus des autres valeurs ou de ses principes, en fait. Est-ce qu'il place le plaisir tout en haut de sa hiérarchie de valeurs, ou est-ce qu'il place sa volonté de ne pas nuire, ou est-ce qu'il place sa volonté de ne pas faire souffrir? Quel est son rapport à l'environnement, quel est son rapport à sa santé, à sa propre santé aussi. Et donc tout ça, ça ne peut pas être... disons qu'on ne peut pas y répondre de manière dogmatique. C'est un travail de longue haleine et qui peut donner lieu justement à des échanges et à des réflexions collectives. D'accord. On va maintenant passer à la 5e question. Alors, le végétarisme et le végétalisme devraient-ils être un droit dans la restauration collective des établissements scolaires au même titre que les régimes particuliers suivant des préceptes religieux? Alors moi, cette question, elle m'a amené à en poser une autre. C'est en ne laissant pas d'autre choix que de consommer de la viande ou du poisson quotidiennement et en ignorant les ravages écologiques et sanitaires de la surconsommation d'aliments carnés, l'école faillit-elle à sa vocation démocratique, sociale et politique?
Tu viens de dire que tu viens de relever le caractère démocratique de l'école. On pourrait dire effectivement, l'école c'est une institution à la fois qu'on présente à la fois comme républicaine et comme démocratique. Donc là, en ce sens-là, du point de vue démocratique, il y a un premier problème à ne pas laisser la liberté de choix aux élèves dans leur alimentation, sauf à considérer que les élèves sont incapables de choisir. Et donc là, c'est une vision un petit peu, disons, un petit peu rétrograde de l'enfant. Bien sûr que l'enfant est influencé par l'alimentation de ses parents, mais il devrait pouvoir, dans une perspective démocratique, choisir ses modes d'alimentation. La liberté, après tout, c'est une des valeurs qui est inscrite au fronton de toutes les écoles, et donc il y a un paradoxe à empêcher les enfants de pouvoir choisir. Mais il y a un autre argument qui est, à mon sens, beaucoup plus décisif, c'est que en tant qu'institution républicaine, l'école, elle est inscrite dans la société. Donc évidemment, l'école, si on considère l'école comme une sorte d'enclave complètement isolée du reste des problèmes sociaux, des problèmes du monde, effectivement, finalement, les modes d'alimentation continuent comme si de rien n'était. Or, le rôle de l'école, en tant qu'institution républicaine, c'est bien de fabriquer des citoyens, enfin d'élever des citoyens, disons, ou d'instruire des citoyens et de les instruire avant tout aux problèmes sociaux et mondiaux qui émergent. Et le problème de l'alimentation, avec ses prolongements sanitaires, écologiques, éthiques, eh bien, est un problème éminemment contemporain. Donc là aussi, je pense que c'est une faute de la part de l'école d'empêcher les enfants de prendre conscience du fait que l'alimentation est un problème politique. Alors, dernière question. Faut-il en finir avec l'agriculture et l'élevage intensif? Alors, là, j'aurais une certaine tendance à dire oui, mais cela ne résout en fait qu'une partie des problèmes écologiques, et cela ne résout certainement pas la question de la souffrance animale et du spécisme. Donc, en fait, c'est plutôt un argument qui est avancé par les personnes que j'appelle les spécistes modérés. Et en finir avec l'agriculture et l'élevage intensif, ça pose un autre problème, selon moi, c'est que dans le monde, par exemple, il y a 690 millions de personnes qui souffrent de la famine, qui ne mangent pas à leur faim. Et donc à cette question d'un spécisme raisonné, est-ce que finalement ce ne serait pas une question de riches ou de personnes venant des pays occidentaux? Parce que c'est cette agriculture et cet élevage intensif qui permettent aussi de nourrir une grande partie de la population. Et comme on l'avait vu dans des questions précédentes, de faire baisser les prix. Tous les gens n'auront pas les moyens de manger bio ou, comment on pourrait dire, de l'agriculture raisonnée. Ouais. Ça va forcément impacter les prix de la viande. Donc, voilà. Là, tu as utilisé un terme qu'on a promis d'expliquer, le spécisme, l'antispécisme. En réalité, le spécisme, c'est la croyance que l'espèce humaine, ça vient de spécie, espèce en latin, l'espèce humaine est supérieure aux autres animaux non humains, aux autres espèces. Et l'antispécisme, évidemment, c'est cette idée, cette théorie, cette position idéologique, philosophique, qui veut rétablir une certaine forme d'égalité entre les différentes espèces vivantes, animaux, humains compris. C'est-à-dire que égalité, ça ne veut pas dire que que les animaux doivent avoir exactement les mêmes droits que les êtres humains. Par exemple, il ne s'agit pas de donner le droit de vote aux animaux, par exemple, mais que les besoins et la nature même des animaux doivent être pris en compte dans les droits qu'on leur accorde. Et donc il n'y a pas de raison que l'être humain s'arroge ce droit de la domination, de l'exploitation sans frein. Voilà, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, il y aurait plein d'autres questions. On va vous présenter quelques livres, donc les livres qui nous ont servi à réaliser cette vidéo.
Je te laisse commencer. Oui, alors ça, on pourrait dire que dans le prolongement de la dernière question, le peuple des abattoirs, donc on parle souvent des conséquences sur l'animal de l'industrie et de l'élevage intensif, justement, puisqu'on en parlait à l'instant, mais il faut savoir que les conséquences existent aussi sur les personnes qui travaillent dans ces abattoirs. C'est-à-dire que là, on a donc un livre-reportage d'Olivia Mokiejewski, qui s'appelle donc Le peuple des abattoirs, qui a donc une autrice qui est allée travailler dans les abattoirs et qui a interrogé les ouvriers de l'industrie bovine et porcine, et qui a constaté qu'il y avait énormément de turnover dans ces industries parce que les gens sont purement et simplement traumatisés parce qu'on leur demande de faire. Donc quand on commence disons, à mettre en place des emplois, des modes de production qui vont produire des dommages et des ravages psychiques chez ceux qui y travaillent, à mon avis, là aussi, il y a pas mal de questions philosophiques et politiques à se poser. Voilà. Donc maintenant, un tout petit livre, Les droits et l'animal. Voilà, ça c'est une approche. Donc on a commencé par parler de la traduction juridique, de ces questionnements sur l'animal, sur le rapport de l'homme à l'animal. Alors il y a plein d'autres livres, mais celui-là il a l'avantage d'être petit, d'être accessible, d'être très simple. C'est un entretien entre des juristes, en fait, un juriste et un professeur d'université, qui font le point sur les réformes juridiques, les réformes législatives qui ont eu lieu récemment et sur toutes les questions philosophiques et éthiques qu'elles impliquent. Voilà. Alors ça, on peut les présenter ensemble. Alors, on parlait d'antispécisme. Alors, le grand précurseur de la pensée antispéciste, c'est Peter Singer. Donc, le premier livre qui est devenu un classique aujourd'hui, qui s'appelle La libération animale, qui est apparu en anglais en 1979, qui a été traduit 10 ou 20 ans plus tard en français. Donc, c'est à la fois une sorte de manifeste qui a donné une sorte d'impulsion philosophique à cette réflexion, à cette émergence du nouveau questionnement à propos des rapports de l'homme avec les animaux. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toute une partie historique et philosophique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Peter Singer fait une sorte d'analyse généalogique de notre rapport aux animaux à travers ce qu'on a dit Aristote, ce qu'on a dit Descartes, ce qu'on a dit aussi l'Église chrétienne, parce que tout à l'heure j'ai parlé du judéo-christianisme, mais j'ai parlé que de l'Ancien Testament, mais pas du Nouveau. Donc voilà, c'est un point historique, philosophique très intéressant avec toutes les conséquences là aussi éthiques, les questionnements éthiques que la mise en cause de cette tradition philosophique va engager à mener. Et puis, du même auteur, donc Peter Singer, L'égalité animale expliquée aux humains. Alors, je ne sais pas s'il est encore édité, celui-là, je l'ai depuis un certain temps. C'est un tout petit livre, donc qui est une sorte de résumé, il fait le point sur toutes les questions qu'on trouve dans le plus gros livre, là. Mais voilà, pour ceux qui veulent simplement s'introduire à ce genre de réflexion, c'est un très bon ouvrage. Je pense qu'il a dû être édité sous une autre forme, là. Et le dernier qu'on a beaucoup cité. Voilà, alors ça, c'est Jonathan Safran Foer. Donc c'est un romancier américain très très talentueux, donc qui met son talent de narrateur au service d'une réflexion sur l'alimentation, sur l'alimentation carnée. En fait, c'est un récit, c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches, mais qui en même temps est allé sur le terrain, conformément à ce que font d'habitude les écrivains américains. C'est pas des gens qui restent dans leur bureau, ils vont vraiment sur place. Donc il a visité des abattoirs, il a fait connaissance avec des gens. Il a recueilli une quantité incroyable de chiffres. Alors ça concerne plus particulièrement évidemment la production, le mode de production américain, mais ça donne une idée de ce que peut être aussi, en général, l'industrie et l'élevage intensif, disons. Et donc son point de départ, c'est qu'il devient papa, il a son enfant qui arrive, et donc ça l'oblige justement, comme on le disait tout à l'heure, à
à re-questionner en fait ses priorités, puisque lui au départ il mangeait de la viande. Il explique que les repas, lui, il est de tradition juive, donc pour lui, il explique que sa grand-mère, qui était une excellente cuisinière, et ben pour lui, la nourriture, ça signifiait beaucoup plus que simplement s'alimenter. C'est-à-dire, il y a tout un univers culturel autour du rituel du repas. Et il dit qu'il lui a fallu s'interroger sur la priorité qu'il donnait justement à cette importance de l'alimentation face au questionnement soulevé par ce qu'il constatait au fur et à mesure dans les abattoirs, etc. Et donc, voilà, je vous engage à lire ce livre. Si on devait commencer par quelque chose, ce serait celui-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie. À une prochaine fois.